Voilà. Je passe maintenant la parole à Muriel Maffesoli, qui est directrice de l'ORIV. Alors, cette prise de parole va être très rapide parce qu'en fait, c'est pour la repasser à quelqu'un d'autre. On fait logique de relais. Juste peut-être un mot au préalable pour faire le lien avec ce qu'on a évoqué ce matin et les travaux que mène Jocelyn Lachance. Ce matin, on a commencé par la politique publique, le discours de l'élu, des chiffres, ce qu'on aurait tendance à dire un peu froid finalement de qui on est en train de parler. Hein, mais finalement, de qui on est en train de parler, ça s'est déployé au fur et à mesure de la matinée, à travers les témoignages en particulier qui nous ont été proposés, que je tiens à saluer, parce que c'était vraiment passionnant, parce que finalement, ce qu'on y relève, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire sur le sujet, finalement la complexité de parler, la diversité des situations, à la fois ce sentiment qu'on peut partager tous de voir systématiser un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, et finalement notre obligation d'être confronté à la réalité, à la singularité, l'enjeu de la construction des identités, combien ça a été répété, et combien finalement cette question de la construction des identités, elle n'est pas le fait du jeune, elle est le fait de chacun d'entre nous au quotidien, et surtout c'est une co-construction. Du coup, ce à quoi va nous inviter Jocelyn, finalement, c'est ça, comprendre finalement le fonctionnement d'un certain nombre de jeunes, pas tous, à partir de sa propre expérience de socio-anthropologue. Rappelons que Jocelyn Lachance est maître de conférence en sociologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il est membre d'un laboratoire du CNRS qui s'appelle Passage, mais au-delà de ça, ça fait 15 ans qu'il consacre son travail à comprendre le fonctionnement de jeunes dans une logique qui va l'expliquer d'hypermodernité, de qui on parle, dans leur rapport au temps, mais aussi et surtout en quoi ça nous interroge, nous, adultes, nous, professionnels, notre manière de travailler avec eux. Et dans ce qu'on a évoqué ce matin, on a parlé, je mets des guillemets, de jeunes, jeunesse, de la diversité. On a parlé finalement de en quoi ça nous renvoie à notre propre identité, à notre propre vécu. Et maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est un certain nombre de fonctionnements. Parce que travailler sur les représentations nécessite, pour les déconstruire, notamment d'approfondir les mécanismes, les comportements dans leur complexité. Et je suis convaincue que Jocelyn va bien nous aider sur ce point. Et puis après, on mettra tout cela en débat. Je le remercie d'avance et on l'écoute. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir à Strasbourg puisque j'y ai fait mes études. Et donc, c'est une ville qui est restée vraiment profondément enfouie dans mon cœur. Oui, je suis québécois d'origine. Et les caricaturistes m'adorent généralement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va apparaître une fois de plus derrière moi. Donc voilà, oui, donc j'ai fait mes études ici, et donc vraiment c'est un plaisir de revenir toujours à Strasbourg. Et puis voilà, donc outre le fait que je suis très heureux de venir vous parler, je suis très heureux ce soir de retrouver des amis autour d'un Riesling et peut-être d'une choucroute si je me laisse tenter. Voilà. Donc voilà, sur le sujet d'aujourd'hui, sur l'engagement, alors je suis socio-anthropologue et d'une manière générale, mon travail est assez humble, c'est-à-dire je rencontre des adolescents. Je recueille leurs paroles, j'essaie de comprendre le sens qu'ils donnent à leur comportement. Donc, c'était très d'actualité ce matin parce que finalement, vous savez, quand on est chercheur et on est dans ce genre de journée, on se sent beaucoup moins seul parce que finalement, on fait tous un peu le même travail. Et je le dirais un peu comme ça, de façon avec un mot un peu polémique que j'ai utilisé il y a quelques années, c'est finalement, on combat l'adophobie. Hein, cette crainte pour les adultes et des adultes qui parfois s'entremêlent. Et on le sentait dans les différents témoignages, on a du mal parfois à savoir qu'est-ce qui nous motive finalement. Est-ce que c'est la protection des jeunes ou c'est des angoisses profondes ou autre chose qui nous anime? Et on est toujours en train d'essayer de combattre l'adophobie, des propos adophobes qu'on entend autour de nous parfois, qui nous choquent, mais aussi parfois des propos adophobes que nous pouvons avoir nous-mêmes ou des actes adophobes. C'est-à-dire en tant que parent, en tant que professionnel, mais en tant que chercheur aussi. Et je rebondirai sur l'exemple qui a été un peu commenté ce matin, sur la question des femmes, des jeunes filles, entre autres. Et juste pour je ne sais pas si c'est une anecdote, mais vous savez,
cette question qui a été soulevée de l'invisibilité des femmes et aussi des représentations des femmes dans l'espace public ou dans j'ai envie de dire dans les représentations en général, existe aussi dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai une collègue qui s'appelle Myriam Selami qui a fait l'analyse d'un numéro sur la jeunesse d'Ethnologie française. Hein, la grande revue Ethnologie française, elle s'est interrogée, mais de quoi on parle sur les filles? Eh bien, on parlait de quoi? Bien, on parlait de leur corps. Leur corps. Donc, oui, c'est une interrogation commune, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, moi, je ne me mets pas, j'ai envie de dire, à l'extérieur des problématiques que les parents, les professionnels rencontrent, puisque dans la recherche, on est aussi confronté à ça. Qu'est-ce qu'on produit comme connaissance, finalement? Est-ce que, finalement, on participe du renforcement de certaines représentations ou est-ce qu'on les déconstruit? Et parfois, ce n'est pas toujours clair. C'est important pour nous aussi de s'en souvenir. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Juste merci d'avoir rappelé que Facebook, c'était has-been. J'avais pris plein de notes, mais je vais m'en tenir à mon plan un peu plus rigoureux. Je vais faire un détour par la construction de l'identité ou la formation de l'identité, parce que quand on m'a demandé de réfléchir à l'engagement des jeunes, pour moi, c'est impossible de ne pas parler de comment on devient adulte au 21e siècle et de le questionner. Et je vais vous proposer une grille de réflexion et je vous invite à vous demander où se situent les adolescents ou les jeunes que vous accompagnez autour de vous. Dans quoi ils se situent dans ce que je vais amener? Et vous allez voir, on va venir sur la question de l'engagement pour toucher peut-être un aspect précis ou quelques aspects précis qui peut-être nous déstabilisent lorsqu'on essaie d'accompagner des jeunes dans des projets à moyen, à long terme. On a l'impression qu'ils ne suivent pas, qu'ils se désinvestissent, qu'ils ne veulent pas suivre. On a l'impression que c'est ponctuel, on a l'impression que c'est pas toujours, c'est dans l'urgence. On a du mal à comprendre le rapport au temps, aux autres. Et donc, je vais commencer par ce détour sur l'identité. Et puis à vous de vous poser la question où se situent exactement les jeunes que vous côtoyez. Et on verra que ça a des incidences sur notre posture en tant qu'adulte. Alors, il y a des adophobes, mais il y a aussi des adologues. Hein? Et les adologues, qui sont les spécialistes de l'adolescence au sens large, de tous les champs disciplinaires, généralement vont dire, de différentes façons, qu'il y a 3 façons de devenir adulte. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle quelque chose de très, très connu chez les anthropologues et dont vous avez entendu beaucoup parler. Ce sont les fameux rites de passage. Les fameux rites de passage à l'âge adulte. On va dire les cérémonies organisées par des adultes qui visent à marquer le grandir. Les éléments sont tout importants parce que souvent on dit, voilà, il a passé un permis de conduire, il a fait un rite de passage. Pour des gens qui travaillent sur la jeunesse, on est toujours un peu sceptique. On se dit, oui, bon, est-ce que du point de vue du sens, ça a bien vraiment fonctionné? Alors, certains jeunes vont quand même encore, j'ai envie de dire, du point de vue de l'identité, de bénéficier de rites de passage, ça existe encore. Mais ce qu'on retient surtout dans l'anthropologie, c'est que, vous savez, quand on a fait des études ethnologiques, entre autres, sur les rites de passage, on s'est rendu compte qu'il y avait un invariant anthropologique. Une chose qui revenait dans les rites les plus anciens et qui nous questionne, c'est qu'on mettait à l'épreuve les initiés. On va le dire autrement, on les mettait à l'épreuve, on leur lançait un défi, on leur faisait prendre un risque. Et ça, c'est un invariant qui a été beaucoup discuté dans l'anthropologie, la socio-anthropologie, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, on a tous eu des ancêtres communs qui ont traversé des épreuves pour mériter de devenir adulte. D'accord, j'avais peur que ce soit un truc sur Céline Dion. Ça va. Je m'en sors assez bien. Et donc, il y avait cette question du risque. Et évidemment, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais aujourd'hui, il y a encore, comme vous le savez, des jeunes qui vont être mis à l'épreuve par des adultes, par d'autres jeunes, mais aussi qui vont se mettre à l'épreuve seuls, les fameuses conduites à risque, que David Le Breton, que vous connaissez à Strasbourg, qui a largement discuté. Et ça, c'est la première façon de devenir adulte, les rites et le risque, j'ai envie de dire. Et vous avez des jeunes autour de vous qui sont dans cette modalité du risque et du rite. On discutera après de la conséquence sur l'engagement, forcément. La deuxième façon de devenir adulte, que vous connaissez aussi,
c'est le fameux projet. Le projet. Alors, je vais juste en dire quelques mots parce qu'il faut avancer, mais le projet, pendant longtemps, il était déterminé par les autres. Hein, si vous retournez il y a 100 ans, je ne prends aucun risque, si vous retournez il y a 100 ans, le projet est déterminé par votre milieu social, par votre famille. Si vous avez un projet familial, il se peut fort bien que vous adhériez à ce que vos modèles proposaient, un homme, une femme, un homme, sous le regard de Dieu, des enfants, s'occuper de ses parents. Le modèle est assez clair. Dans les coulisses du lien social, il se passe autre chose. Mais ça, ce n'est pas important parce que pour exister socialement, il y a une carte de visite. D'accord? Et bien entendu, le 20e siècle et le 21e siècle est caractérisé par l'individualisation des projets de vie et on tente d'accompagner ces jeunes dans cette individualisation qui semble ne plus en finir. Donc, ça a donné lieu à une troisième modalité de devenir adulte, qui est la plus importante aujourd'hui parce que tous les indicateurs sociologiques semblent montrer que c'est de plus en plus important. Et là, j'insiste pour dire que c'est quand même en 1990, un sociologue très connu en France, Olivier Galland, qui a déjà parlé de cette modalité de devenir adulte. En 1990, quand même, ce n'est pas nouveau, hein? Et c'est l'expérimentation. L'expérimentation. Et je vais insister là-dessus. L'expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est je fais des tests. Je fais des essais, des erreurs. Je tente des choses. Et bien entendu, à l'époque, Olivier Galland disait, oui, mais c'est de l'expérimentation dans les domaines surtout professionnels. Mais aujourd'hui, tous les domaines de l'existence sont touchés. Et là, je vais prendre un exemple très concret de l'intimité. Vous pouvez, bien entendu, au 21e siècle, faire face à un adolescent de 15 ou 16 ans qui vous dit, je suis hétérosexuel, mais je vais faire des tests. Oui, c'est des chiffres qu'on voit, c'est des choses qu'on voit apparaître, de l'expérimentation dans le domaine de l'intimité, de la vie de couple, de la vie affective, professionnelle, même dans le religieux, il y a aussi vraiment des expérimentations. Alors, ce sont les trois modalités de devenir adulte. Vous voyez, risque, projet, expérimentation, et tout de suite vous vous dites, oui, mais ce n'est pas aussi clivé. Et effectivement, ce n'est pas aussi clivé, puisque vous faites face à des jeunes qui, la plupart du temps, sont dans une hybridation d'une ou de deux ou des trois façons de devenir adulte. Vous avez des jeunes qui sont dans le projet, ils ont un projet, et tout d'un coup, ça se casse la gueule, ils retombent dans l'expérimentation, ou ils retombent dans ce qu'on pourrait appeler des conduites à risque, ou ils vont être pris dans les conduites à risque et ils découvrent un projet, ils sont un petit peu plus dans le projet, mais ils retournent un petit peu dans le risque, et vous êtes face à des jeunes hybrides. Et quand je parle d'adolescents hypermodernes, c'est entre autres de cela que je parle. C'est des jeunes qui composent avec trois façons de devenir adultes, et puis nous, on est face à eux et on n'arrive pas trop à comprendre toujours où ils se situent, mais je pense que vous voyez très bien que certains passent de l'un à l'autre au gré des événements, des obstacles qu'ils rencontrent. Hein? Et c'est ça qui fait qu'il y a des espèces de trajectoires, parfois avec des bifurcations. Vous dites, mais comment c'est possible? Il était engagé dans le projet se casse la gueule, retourne vers une autre modalité du devenir adulte. Alors, ça ne simplifie pas les choses pour les adultes. Parce que l'expérimentation, ça change beaucoup de choses, et entre autres, ça modifie la notion d'engagement. Vous savez, pendant longtemps, l'engagement, on l'aurait mis du côté du projet. On est d'accord? L'engagement, c'est quand même une projection dans le temps, c'est quand même adhérer à une forme de système de valeurs, il y a quand même une forme de transcendance, c'est-à-dire qu'on ne s'en tient pas à sa petite existence, on appartient à quelque chose de plus grand, on défend un projet écologique, un projet social, un projet citoyen, etc. Et aujourd'hui, eh bien, l'engagement se vit parfois sous le mode de l'expérimentation. Et là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais à tout seigneur, tout honneur, puisque je vais vous lire une citation d'un sociologue qu'on connaît bien en sociologie de la jeunesse, qui s'appelle Geoffroy Players. Je dis Players, mais je ne sais même pas s'il se dit comme ça, parce que est-ce que ça se dit Players ou Player, en tout cas. P-L-E-Y-E-R-S. Et écoutez ce qu'il dit sur l'engagement des jeunes. C'est assez paradoxal. Il nous dit ceci. Il s'intéresse beaucoup aux altermondialistes et aux écologistes, mais il nous dit ceci. Ces jeunes considèrent l'engagement comme un processus d'expérimentation créatif, comme un processus d'expérimentation créatif,
par lequel sont mises en pratique les valeurs d'un autre monde, un monde dont ils rêvent. Au sein même des associations, des collectifs, ou au cours, attention, au cours de la vie quotidienne. Alors ça, c'est important parce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une invisibilisation dans l'espace public de l'engagement des jeunes. Je vais vous dire de façon un peu anecdotique, mais vous avez des jeunes qui en entretien vont vous dire « Mais je suis quelqu'un d'engagé. » Qu'est-ce que tu fais? « Je fais du tri à la maison. Je consomme local. » Mais personne ne le voit en l'extérieur de l'entrevue. Ce n'est pas visible, mais c'est de l'engagement. Et c'est vécu comme je participe à un projet collectif, mais dans l'intimité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les indicateurs traditionnels du type « Est-ce qu'ils manifestent? Est-ce qu'ils signent des pétitions? » Eh bien, on ne peut pas les retrouver là-dedans. Mais ils vont vous dire « Je suis engagé. » Et ils ont un discours d'engagement. Refusant tout modèle, et là c'est intéressant sur le rapport au temps, refusant tout modèle et plan préconçu pour créer cet autre monde, donc refusant tout modèle ou tout plan, il privilégie l'apprentissage par l'expérience, par essai et erreur, dans des processus. Ah, ça j'avais jamais. C'est bon. Non, vous êtes bien. Par essai, parce que j'avais peur aussi de l'orignal ou du caribou. Hein, ça aussi, c'est un classique. L'apprentissage par l'expérience, par essai et erreur, dans des processus d'expérimentation, attention, car il n'y a pas de chemin. Alors, quand vous lisez ça, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais vous dites, mais par processus d'expérimentation créative, il n'y a pas de chemin. On tente des choses, on est dans l'expérimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société de l'expérimentation, le rôle de l'accompagnant, de l'adulte, ne peut pas être le même. Parce qu'on doit faire face à de l'incertitude nous-mêmes. Ils ne savent pas ils savent les buts qu'ils ont, ils veulent transformer le monde. Et là, vous voyez, je parle de façon très générale pour que la plupart des causes puissent se retrouver dans cette définition. Donc, ils ont un discours très général sur atteindre cet autre monde, mais la manière d'y arriver, elle est expérimentale. Alors, ça change beaucoup de choses pour nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que dans une société de l'expérimentation, la reconnaissance, qui a été évoquée à plusieurs reprises, la question de la reconnaissance ne peut pas se vivre de la même façon que dans la société du projet, par exemple. Je vais développer. Dans la société des rites de passage, on est d'accord. Bon, je vais caricaturer un peu moi aussi, parce qu'on sait très bien que c'est plus complexe, mais en gros, si je résume de façon un peu grossière, vous êtes un initié, on a organisé un rite, vous le traversez, et on vous reconnaît lorsque vous avez traversé l'épreuve. Modalité de reconnaissance. Quand le projet est déterminé par votre milieu socio-économique ou familial, vous jouez le jeu, vous vous mariez, vous devenez avocat comme papa ou agriculteur comme papa, ou malheureusement, mesdames, comme il fut à une époque, mère au foyer comme maman, eh bien, vous êtes reconnu systématiquement par votre milieu. Voyez, vous jouez le jeu, reconnaissance. Mais dans la société de l'expérimentation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un déplacement de la temporalité de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous faites une expérimentation, vous ne connaissez pas a priori la valeur de cette expérimentation dans le présent. Vous tentez quelque chose, mais vous ne savez pas si cette expérimentation devrait vous dire « prends cette décision par la suite » ou « prends celle-là ». Comment faire pour savoir si une expérimentation a de la valeur? Eh bien, à quoi on assiste? Eh bien, ce sont des jeunes ou des adolescents qui vont de plus en plus solliciter des regards extérieurs, voire une multiplicité de regards extérieurs ou des regards significatifs extérieurs pour avoir une approbation ou une désapprobation, une validation ou une invalidation. Et je le mentionne rapidement comme ça, mais vous savez,
je travaille surtout sur les réseaux sociaux et sur la mise en scène du corps sur Internet chez les ados. Et c'est quand même assez intéressant parce que les jeunes adolescents, quand ils ont envahi, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, c'est dans cette perspective qu'ils l'ont fait. Je mets en forme une expérimentation, j'interpelle le regard de l'autre et j'attends une validation, invalidation, like, don't like, ou commentaire. Oui. Mais c'est antérieur, c'est-à-dire que cette modalité du devenir adulte est antérieure aux réseaux sociaux qui probablement l'a évidemment amplifié ou lui a donné une nouvelle visibilité. Or, vous voyez, le problème qui se pose, c'est que donc vous êtes face à des jeunes qui, même dans leur, j'ai envie de dire, dans leur processus d'engagement ou dans leur construction de leur rapport à l'engagement, ne vont pas attendre d'être validés lorsqu'ils vont atteindre un résultat. Ce n'est pas le résultat qui compte. On veut un regard sur l'expérimentation. On veut un regard sur est-ce que tu peux valider ou invalider ce qu'on est en train de faire pour prendre une décision par la suite. Alors, ça pose beaucoup de soucis parce qu'on est face à une génération qui, entre autres, a été de plus en plus habituée à aller chercher par eux-mêmes des regards. Hein, c'est-à-dire que, prenons un exemple très concret, si vous êtes autour de la table avec votre adolescent ou que vous êtes dans le salon, il peut, comme il veut, à peu près, solliciter un regard extérieur pour trouver une approbation sur quelque chose que vous ne validez pas. Hein? Et donc, ils sont quand même dans un rapport au monde où ils ont pu construire, de façon très inégale d'un jeune à l'autre forcément, aller chercher des regards extérieurs, que ce soit un regard significatif par les réseaux sociaux ou les amis dans les espaces physiques, ou un inconnu dans certains cas qui sont quand même relativement assez rares statistiquement. Mais ils ont été habitués à ça, à aller chercher les regards. Et nous sommes dans une posture de nous allons aller vers eux pour poser un regard. Donc, je n'ai pas la réponse, évidemment, mais c'est déjà un élément de questionnement. Ensuite, voilà, il y a un déplacement de l'intérêt du résultat vers l'interaction ou vers le développement de la stratégie. Et ça, c'est important. C'est plus la démarche qui demande à être validée que le résultat. Hein? Et je vous donne juste un exemple. Moi, je donne un cours de méthodologie avec les L3 à la fac. Et à force d'étudier ces sujets, je me suis dit, OK, au premier semestre, je n'évalue aucun résultat. Donc, concrètement, vous savez ce que ça donne? Ça donne, OK, faites un entretien, retranscrivez-le, analysez-le, tout est terminé, laissez-le 2 semaines de côté. Maintenant, corrigez votre travail. Donc, je leur fais faire, là vous dites, ah oui, il fait faire son travail aux étudiants, mais non, ça me demande encore plus de travail, parce qu'après, je dois corriger leur correction. Et je leur dis, je vais corriger votre correction. Au début, ils me regardent comme ça. Ils trouvent ça très étrange, parce que je leur dis, faites un entretien retranscrit, corrigez-le, et je vais corriger vos corrections. Mais je dis, attention, quand c'est bien, il faut aussi l'écrire. Et là, je vais encore plus loin, je leur dis, si vous ne mettez pas que c'est bien ce que vous avez fait dans votre correction, eh bien, vous avez une faute, et vous perdez un point. Alors, vous voyez l'idée derrière, et je peux vous dire que ça fonctionne très bien, en tout cas dans ce domaine précis. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le résultat qui est corrigé. Ce qui est évalué, mesuré, c'est leur expérimentation et leur capacité à évaluer eux-mêmes leur expérimentation. Mais ça demande, vous voyez, un déplacement de posture de l'adulte sur qu'est-ce qu'on attend ou comment on veut les accompagner. Oui, voilà. Finalement, je leur dis, mais vous avez une capacité réflexive et c'est ça que moi je veux évaluer. Montrez-moi que vous êtes capable de vous corriger et de vous autonomiser, parce que c'est quand même ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, ils me remettent un texte tellement parfait que là, j'ai plus de travail à faire. Enfin. Oui, c'est utopique, mais il faut l'être un petit peu. Alors, ça pose aussi une autre question, c'est la question du statut de l'adulte. Ça, on en discute très souvent, c'est-à-dire que dans ce rapport à la reconnaissance, la légitimité du reconnaissant ne vient pas de son statut.
Et ça, je le répète pratiquement à chaque conférence parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte. Et on le sait, hein, quand on fait de la sociologie, c'est pas d'hier, c'est que ça ne... Pour beaucoup de jeunes, mettre le statut en avant, c'est vous invalider. Hein, parce que vous êtes en train de dire, moi, j'ai ce statut, donc je devrais avoir raison. Ça ne fonctionne pas très bien et je peux vous dire que la dernière chose, et là je vous parle d'une expérience personnelle, la dernière chose que je dois faire avec mes étudiants, c'est de ramener mon CV. Rien à faire. Ce n'est pas ça. C'est ma capacité à avoir des relations, je ne sais pas, des humaines, des interactions. Et une fois que la confiance est gagnée, là je peux être beaucoup plus sévère que quelqu'un qui s'impose avec un statut. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'une fois que la question de l'adhésion a été jouée, eh bien, on peut être encore, évidemment, l'interlocuteur et le validant. Mais on n'est pas un validant ou un invalidant reconnu à cause de son statut. Parce qu'ils ont une diversité de regards qui peuvent aller trouver des validants et des invalidants. On n'est plus seul. Bon, on pourrait en parler très longtemps parce qu'il y a des raisons anthropologiques, évidemment, qui expliquent tout ça. Alors, tout ça se passe, et là, c'est le deuxième élément sur lequel j'aimerais vous sensibiliser. Ça se passe dans une société que j'appelle la société des trois cultes, hein, où il y a trois cultes qu'on discute très souvent. C'est le culte de la jeunesse, évidemment, le culte de l'urgence et le culte de la performance. Alors, le culte de la jeunesse, le culte de l'urgence et le culte de la performance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le culte de la jeunesse, évidemment, on le connaît bien, c'est cette idée que la jeunesse, c'est super parce que c'est quand même un temps des possibilités. Hein, c'est un temps de possibilités, on peut faire des choses, on a de l'énergie. Le corps, revenons encore, le corps des jeunes est parfois idolâtré. La plupart d'entre nous, on préfère avoir l'air un peu plus jeune que notre âge réel. Alors, c'est l'idée, voilà, généralement, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Non, non, c'est pas vrai, pas moi. » Mais bon, c'est l'exemple, le contre-exemple qui confirme la norme. Donc, le culte de la jeunesse, on pourrait dire ce renversement anthropologique, parce que pendant longtemps, évidemment, vous le savez, c'est les aînés qui étaient idolâtrés, et là, il y a un renversement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça mène à une espèce de culte de l'urgence qu'on a repéré depuis plusieurs années. C'est-à-dire l'idée que la jeunesse est un temps compté. Un temps compté. C'est maintenant qu'il faut agir, parce qu'après, je parodie un peu, et c'est fini. Et vous savez, même quand on a fait des enquêtes sur le voyage initiatique, le voyage backpacking, vous avez des jeunes qui vous disent « Non, mais je le fais maintenant, parce qu'après, c'est fini. » Et vous dites « Mais quelle vision ils ont de l'avenir, qui se transforme avec le temps, mais quand même, chez les 16, 17, 18 ans, vous avez souvent ce discours d'un avenir bouché. » Alors, c'est la question de l'urgence, et c'est la question de « il faut maximiser le temps ». Et évidemment, en tant que parent, on est parfois prescripteur de cette nouvelle norme qui est de maximiser son temps. Il ne faut pas perdre de temps, hein, parce qu'il faut apprendre et il faut se former pour l'avenir parce que la bagarre est sévère. Et le culte de la performance, c'est tout simplement ce que Arenberg dit déjà depuis longtemps, c'est que la performance, c'est pas juste maximiser son temps, la performance, c'est devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un. Tu es un ado, fais des choix, fais ta vie, je t'accompagne, mais deviens quelqu'un. Et c'est sur ça que je vais insister, c'est sur la transformation du rapport à la notion de réussite et d'échec. Hein, on en arrive à une surresponsabilisation de l'individu qui nous touche aussi en tant qu'adultes, mais qui touche les jeunes de plus en plus tôt et qui fait qu'on a une espèce de polarisation entre les jeunes qui réussissent et qui sont ceux qui finalement l'ont mérité. Hein, il y a une espèce de discours, mais si tu as réussi, c'est grâce à toi, bravo, c'est parce que tu l'as construit. Mais aussi une j'ai envie de dire, responsabilisation de ceux qui sont dans l'échec. Et ça, on l'entend dans les entretiens, et vous l'entendez probablement avec des jeunes autour de vous, c'est-à-dire ils sont responsables de leur échec. Alors, je pense que vous comprenez pourquoi je vous dis tout ça. Comment voulez-vous vous engager
en toute sérénité dans un projet quand le risque de l'échec, c'est le risque de vous remettre profondément en question en tant que personne, avec votre identité profonde. Et vous êtes face à des jeunes parfois qui vivent cette espèce d'incapacité de recul ou d'écart entre le projet, l'engagement et leur identité profonde. Alors, on assiste à quoi? Bien, on fait face à des jeunes qui ont 25 projets. Hein, j'ai envie de dire, pas la théorie, mais c'est la possibilité du plan B, du plan C, du plan D. Comme ça, si le plan A ne fonctionne pas, je pourrais toujours dire de toute façon que le plan B a fonctionné et faire croire que je maîtrise mon destin. Et là, on se dit, mais tu vas où, là? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Ah, c'est lequel? Mais ça, on peut le lire comme une conséquence, comme un repli défensif. Hein? Si ça ne fonctionne pas là, je pourrais toujours dire que c'est l'autre qui était le plus important, l'autre projet. Multiplication des projets. Et l'autre phénomène qu'on voit et que vous voyez, c'est le désinvestissement, on pourrait dire subi, en tout cas parfois qui nous surprend, ou l'auto-sabotage. Hein? Et là, je vous parle encore d'expérience dans l'enseignement parce que c'est évidemment ce que je vis et je connais le mieux. Mais vous avez, le dernier semestre, j'ai quand même des étudiants qui viennent me voir et qui me disent, écoutez, je ne peux pas vous remettre le travail que vous attendez la semaine prochaine parce que je le sais que je ne réussirai pas à avoir 16. Je dis, oui, OK. Voilà. Et là, on se dit, oui, mon rôle en tant qu'enseignant se complexifie. Hein. Oui, mais tu peux avoir, bien, vous aurez 12 ou 10, généralement vous en sortez bien, j'imagine, ça va. Et là, vous sentez dans le discours, c'est la chose suivante, c'est « Je préfère maîtriser un 0 que de prendre le risque de rater mon objectif, qui est 16. » Et ça, vous savez, en sciences de l'éducation, on le montre dans des études au Québec depuis quand même quelques temps, l'auto-sabotage comme stratégie de résistance face à l'incapacité de supporter un échec potentiel. Et souvent, ce sont des étudiants très brillants, hein, des jeunes très, très brillants. Alors, ça pose des soucis parce que, évidemment, c'est pour ça que je vais mettre en avant des stratégies du type m'intéresser plus à la capacité réflexive de l'étudiant ou du jeune qu'aux résultats. Parce qu'au final, c'est peut-être ça qui est le plus important. Et je vais un peu de souci. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire, que je vais dire en conclusion, c'est que, vous savez, dans tout ce monde que je vous dépeins rapidement, on peut évidemment continuer à encourager le résultat. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Hein, un résultat est atteint, très bien. On peut valider une action, dire bravo, continue, ou une compétence, ou une qualité. Mais il y a quelque chose, je pense, qu'on doit faire de plus en plus, c'est d'apprendre à révéler aux jeunes des qualités qu'ils ne soupçonnent pas qu'il a en lui. Et c'est un peu ça qui a été dit dans votre... je disais qu'il y avait une forme de formalisation par le langage d'une chose qui n'était pas dite, qui était latente, que le jeune peut-être savait au fond de lui, mais qui n'était pas révélée et validée. Et je pense que cette idée de se poser la question collectivement, il y a des expériences dans des écoles ou des centres socioculturels où des gens l'ont fait, se poser la question, mais cette semaine ou ce mois-ci, qu'est-ce qu'on pourrait révéler à nos jeunes? Est-ce qu'il y a une qualité? Le PQ, c'est un parti québécois, c'est un parti politique aussi. Et qu'est-ce qu'on pourrait révéler de ces jeunes? Et ça, je pense que c'est intéressant parce que, vous voyez, ce n'est plus dire attendre de valider ou d'invalider, ce qu'il faut continuer à faire, évidemment, mais de se poser la question collectivement, qu'est-ce qu'on peut révéler aux jeunes et s'interroger ensemble sur qu'est-ce qu'on aimerait révéler. Et je vais vous donner un exemple concret pour terminer, parce qu'il y a une école qui avait fait cela au Québec il y a quelques années, et ça donnait des réunions entre les enseignants de ce type. OK, cette semaine, on va prendre un truc très simple. Si des jeunes, je ne sais pas, tiennent la porte à un camarade qui a du mal parce qu'il y a des cartables, des trucs, eh bien, on va
le révéler, on va leur dire, franchement, c'est bien ce que tu fais, etc. Et il y avait évidemment derrière tout ça un système d'émulation, de récompense, etc. Mais ce qui est intéressant, vous savez, c'est que les enseignants devaient eux-mêmes se poser la question ensemble, est-ce qu'on peut discuter de quelque chose de positif à voir chez les jeunes, au lieu de seulement se rassembler autour des problèmes? Et en plus, en quelque temps, ils ont vu quand même un changement de regard sur eux. Parce que l'enseignant qui n'était que celui qui corrigeait les copies ou qui sanctionnait, devenait quelqu'un qui pouvait être un validant potentiel. Et vous comprenez, dans cet exemple, ce n'est pas l'exemple du cartable, c'est que la posture était transformée, et là, il y a quelque chose qui s'ouvrait, c'est que chaque adulte dans l'enseignement scolaire, dans l'établissement scolaire, pouvait devenir un validant potentiel, reconnu. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions et je prends quelques questions. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, on m'a demandé, avant d'engager la discussion avec la salle, de reprendre quelques éléments qui me semblaient particulièrement prégnants dans ce que vous évoquez par rapport à des démarches qu'on a pu engager et dans les travaux qui sont menés par les uns et les autres, et aussi au regard des pratiques professionnelles, puisque c'est aussi ce qu'on voulait interroger. Ce que j'ai trouvé particulièrement passionnant, parce que vous ciblez des choses qu'on a pu expérimenter, pour le coup, si je peux me permettre, c'est cette question de la logique d'expérimentation. À plusieurs endroits, dernièrement, dans différentes démarches, on entend bien, de la part de jeunes, le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, je crois qu'il faut qu'on valide collectivement. Et il faut qu'on tire le fil de ce que ça veut dire. Parce que le droit à l'erreur, comme ça, spontanément, on se dit, bah oui, pas de problème. Sauf que la plupart des actions qu'on propose, la plupart des dispositifs dans lesquels on les inscrit, leur demandent de s'inscrire dans quelque chose de figé, du projet, etc. Et pas dans l'expérimentation. Deuxième élément de cette notion d'expérimentation, c'est en tant que professionnel, on fait comment ? Parce que là aussi, c'est bien beau, mais certains d'entre nous sont chargés de mission, d'autres animateurs jeunes, etc. Et donc, au regard de nos missions, on doit les amener vers quelque chose. Alors, deux éléments là-dessus. On n'a pas le bon dispositif, voire les dispositifs sont contraignants. Donc, comment on essaye de répondre à l'enjeu qui nous est posé ? Et deuxième élément, vous l'avez dit, et là aussi, on le vit au quotidien, c'est la question du statut. Si le statut ne pose pas la légitimité, comment le professionnel, qui du coup, lui, est défini par un certain nombre de statuts, va pouvoir travailler ? Et on est dans une société de professionnels qui souvent valide l'action d'un professionnel par son statut. Du coup, comment on va reconnaître les compétences des professionnels qui travaillent avec ces jeunes ? Comment on va les reconnaître humainement ? Parce que reconnaître les jeunes, c'est aussi reconnaître les professionnels qui travaillent avec eux. Et dans ce que nous, on entend souvent, dans le mal-être en direction des jeunes, c'est aussi l'absence de reconnaissance de ceux qui travaillent auprès d'eux, des professionnels, des adultes référents. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé avec certains d'entre vous. C'est pas toujours des professionnels. Des fois, ça peut être quelqu'un qu'on croise, mais qui devient un adulte référent et qui, avec des professionnels, peut travailler cette question. Et donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, il y a la reconnaissance des jeunes. Et ce que vous avez dit tout à la fin, pour ne pas être trop longue, parce que je voudrais quand même qu'on débatte, et on a peu de temps, c'est reconnaître l'individu comme capable, ce jeune comme capable. Finalement, c'est ça qu'ils sont en train de nous demander, comme capable de grandir, comme capable de nous montrer, dans un regard positif, dans un regard bienveillant, quelque chose qui permet qu'ils passent à autre chose, qu'ils ont droit à l'erreur, qu'ils ont droit à se chercher. Peut-être que nous, moi, je suis une partie des vieux, je l'assume avec mes cheveux, voilà, peut-être c'était plus simple, peut-être c'était autrement. Et effectivement, ça c'est l'autre difficulté, c'est que souvent on compare le quotidien par rapport à ce qu'on a vécu. On l'a vécu dans une temporalité différente, dans une histoire sociale différente, dans des contextes différents. Et du coup, c'est vrai que cette terminologie de jeunesse est parfois compliquée à traiter parce qu'on a affaire à autant de jeunes différents et d'individualités. D'où le dernier point, comment collectivement on arrive certes à rassurer les jeunes, mais à assurer les professionnels pour pouvoir travailler en direction de ces jeunes,
voir comment on peut le creuser. Je pense qu'on y sera aussi cet après-midi, mais peut-être déjà échanger sur vos expériences, vos remarques, comment ça fait écho ou pas, ce qui vient d'être évoqué par Jocelyn dans votre quotidien. Pardon. En attendant que une main se lève, juste, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même... C'est une évidence, mais je trouve que c'est quand même important de le rappeler. Ça a été dit différemment sur la complexité, etc., depuis le début de la matinée. La question du sens de l'action à laquelle on est confronté. Une désynchronisation n'est pas un désinvestissement, par exemple. Si un jeune décide de ne pas venir à son rendez-vous pour une raison qui lui appartient du point de vue de l'identité, ce n'est pas nécessairement un désinvestissement comme nous on le perçoit. Je donne cet exemple, on pourra en donner des milliers, c'est juste à dire que si on ne retourne pas en permanence au sens et à interroger est-ce que notre grille de lecture elle est bonne, on ne pourra pas avoir une interaction de base pour pouvoir se positionner comme un interlocuteur potentiel. Et je donne juste un exemple. Il y a un collègue qui me raconte qu'une enseignante lui dit « Tu pourrais venir dans ma classe parce qu'il y a un jeune qui est agressif. » Et là, il va dans la classe, il ressort, il dit « Mais lequel? Je ne l'ai pas vu. » Elle dit « Ben oui, celui qui est au fond comme ça, avec sa casquette comme ça, et puis qui regarde, il a un regard noir. » Il dit « Ah, moi je pensais que c'était un jeune qui se faisait agresser, au contraire. » C'est juste un petit exemple pour vous dire qu'il faut se rappeler qu'on se trompe. Et vous voyez, vous parlez du droit à l'erreur, le droit à l'erreur des professionnels, finalement. C'est peut-être ça. Merci. Alors, je vous donne ça oui. pour qu'on ait deux micros. Alors. Juste un signe pour les... Ouais. Bonjour. Rebonjour. Hier, j'étais dans une réunion, on faisait un travail sur les personnes âgées et on ne se pose pas du tout cette question de la déconstruction, de la complexité. Est-ce que la personne âgée est simple, plus homogène, moins complexe Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de mots aujourd'hui, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le champ sémantique des questions des personnes âgées. Écoutez, là, c'est vrai que c'est loin de mon champ, mais tout à fait, mais vous voyez, vous posez une question quand même intéressante, ça veut dire que c'est un problème commun, et moi je m'étonne, je vais vous dire franchement, je m'étonne, je travaille surtout sur les technologies de l'information et de la communication, parfois on met en place des dispositifs, et en fait, on n'a pas pris en considération le sens que les jeunes donnent à leur pratique. Quand même. C'est quand même questionnant collectivement. Il faut à un moment donné se poser la question. Et là, je vais faire un plaidoyer pour la recherche, parce que ça sert à ça aussi. Et c'est quand même assez étonnant parce qu'on pourrait prendre l'exemple de Facebook. Vous voyez? Voilà, on va aller sur Internet voir les jeunes, on va aller sur Facebook. Ils ne sont plus sur Facebook depuis au moins 5 ou 6 ans. Oui. Mais c'est vrai, ce qui se pose sur la jeunesse se pose probablement chez les personnes âgées. Et vous vous rendez compte, c'est quand même questionnant de se dire, mais le sens que les acteurs donnent à leur comportement, c'est quand même un matériel de base à prendre en considération et on tend à l'oublier aujourd'hui. C'est quand même assez étonnant. Et pourtant, les professionnels sont toujours dans un plaidoyer pour revenir à ça. Mais on ne le fait pas toujours ou on ne prend pas le temps de le faire. Bonjour. J'avais une petite question qui ne va pas être facile à formuler, mais je vais essayer. Comment pouvez-vous expliquer, par rapport justement à la participation des jeunes, qu'il y a quelques années, il y avait énormément de public dans les structures de proximité. On n'avait pas besoin de proposer, je veux dire, les jeunes venaient d'eux-mêmes pour eux-mêmes proposer des choses et y prendre part de manière très très active pour que ça puisse fonctionner. Et là, 10-15 ans après, on se rend compte que moi, j'ai quelques petites explications sur le territoire sur lequel je travaille, mais là, on se rend compte que même si les structures proposent des choses intéressantes, même si les structures font émerger des idées, des actions, des projets au sein du public, et donc c'est le public qui propose, et souvent le jour J, ceux qui ont proposé ne sont pas forcément là, et ça pose question, parce que c'est une évolution qui se fait à peu près depuis 15 ans. Je vous donne moi juste mes petites explications. Donc vous savez que dans les quartiers, certains quartiers actuellement, il y a des projets de rénovation urbaine
Donc il y a des destructions d'immeubles, des reconstructions, justement pour favoriser un petit peu la mixité sociale. Et donc il y a des familles emblématiques qui sont là depuis 30 ans, qui sont amenées à déménager. Voilà, donc il y a un peu cette perte de sentiment d'appartenance. C'était aussi des familles qui étaient relais par rapport aux autres familles. Et de ce fait, ouais, on perd un petit peu en participation des habitants et pour essayer de se réapproprier cet axe qui est, je dirais, primordial dans le travail social, dans le travail avec les habitants, ben, c'est difficile. Hein, et on est beaucoup à se casser la gueule devant ce cas de figure. Et on n'arrive pas à trouver des éléments de réponse, si ce n'est celui que je viens de vous dire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments d'explication. Je ne pourrais que faire des hypothèses parce que je ne connais pas les jeunes dont vous me parlez, je ne les ai pas interrogés, je ne les ai pas rencontrés, mais on peut faire une hypothèse, mais ça va surtout ouvrir des perspectives sur, j'ai envie de dire, sur les raisons qui peuvent parfois être inattendues. Parce que, vous savez, quand vous dites « Ah, ils ont initié le projet, ils ne sont pas venus », il y a quelques années, quand j'ai fait mes travaux de doctorat, c'était sur le rapport au temps des adolescents. Okay? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, vous savez, dans un monde très contraignant, dans lequel il y a des impératifs en permanence, où on vous dit, vous devez faire ça, vous devez maximiser votre temps, vous devez faire ci, il faut penser à son avenir, il faut ci, il faut ça. En plus, rajouter ça aujourd'hui, il ne faut pas oublier de m'envoyer un texto quand tu arrives, etc. Vous savez, cette hyper-sollicitation des jeunes, ça fait en sorte que certains, je pense que la plupart, vont développer des comportements qu'on peut appeler de désynchronisation. C'est-à-dire qu'ils vont se désynchroniser de l'horaire imposé pour se faire croire qu'ils maîtrisent quelque chose. Hein, je vous donne un exemple très concret que vous avez vécu si vous êtes des parents. Vous avez un enfant et tout d'un coup, pour une raison qui vous échappe, votre enfant n'arrive jamais à l'heure pour le dîner, il traîne les pieds, il faut lui rappeler, et puis il y a une espèce de désynchronisation qui s'installe quotidiennement, puis vous dites, mais il est toujours en retard de 10 minutes. Hein, c'est pas... donc, pourquoi? Alors, il y a toute une série de comportements de désynchronisation comme ça, et quand on interroge les jeunes, en tout cas quand j'avais fait mes travaux de thèse, en gros, on comprenait en filigrane que c'était pour se donner le sentiment de maîtriser quelque chose. Je ne respecte pas parfaitement les horaires scolaires, les horaires de mes parents, et si je me désynchronise un peu, ah là, c'est moi qui ai décidé. Mais en fait, vous voyez, c'est une façon très docile, j'ai envie de dire, de se prouver son autonomie, parce qu'au final, ces jeunes, ils vont aller manger dans cet exemple. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que le jour où ces jeunes ont décidé de ne pas y aller, il y avait peut-être quelque chose qui se jouait, qui était beaucoup plus important dans la balance que le projet exceptionnel que vous avez mis en place. Et c'était peut-être même pas lié à votre projet. Vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste sur la notion d'identité. C'est que le problème avec la formation d'identité, c'est que c'est tellement important, j'ai envie de dire, dans la condition humaine en général, et en particulier pour les ados, que dans la balance, il y a parfois des choix qui sont faits pour pouvoir, j'ai envie de dire, répondre à des nécessités anthropologiques liées à l'identité et qui ne sont pas nécessairement liées à ce qu'on propose. Alors, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un travail d'accompagnement beaucoup plus en amont, j'ai envie de dire. Parce que si on est en compétition avec des jeunes parce qu'ils ont besoin de se prouver des choses personnelles, voilà, on va travailler sur le dispositif, sur l'accueil, mais finalement, c'est peut-être pas toujours ça le souci. C'est peut-être qu'il y a des choses plus importantes dans cette histoire du jeune, tout simplement. Du coup, juste, je rebondis parce que c'est quelque chose qu'on peut questionner, parce que pour les professionnels qui s'engagent, qui ont déposé un projet, parce qu'il faut avoir des subventions, et qui, du coup, se retrouvent avec très peu de participants, alors qu'ils y ont mis les moyens, ça nécessiterait aussi que dans ce que l'on mesure de l'efficacité, entre guillemets, d'une action, on ne mesure pas seulement qui vient, mais je reviens sur ce que vous avez dit, la question du processus. Or, le plus souvent, l'évaluation est prise sur le résultat, c'est-à-dire le nombre de jeunes présents. Et pour avoir travaillé pas mal ici avec les uns et les autres, c'est vraiment une difficulté qu'on essaie de voir en se disant on a mis tout en place pour que ça fonctionne. Par contre, on ne peut pas garantir
le résultat. Peut-être que c'est aussi nous qui devons regarder les choses différemment, et la faible présence à un moment donné n'est pas forcément l'échec de l'action menée. Tu voulais intervenir ? Bonjour, je vous remercie de votre intervention, votre bel accent qui me rappelle très particulièrement Alain Chabat, une petite drôlerie. Bien, en fait, je voudrais vous questionner par rapport à la terminologie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu parler de jeunes et vieux ce matin, comme si on était dans un monde où les jeunes sont contre les vieux et qu'on ne faisait pas aussi référence à la question de la transmission. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas de jeunes s'il n'y avait pas eu de vieux. Et c'est avec des jeunes cons qu'on fait des vieux cons. Enfin, voilà. Donc le devoir de la transmission, il est très important. Donc j'aimerais bien connaître votre avis. C'est ce que j'ai mentionné de façon un peu indirecte, c'est que la transmission à la verticale, c'est terminé. Et là, je l'ai dit gentiment aujourd'hui. Des fois, je le dis un peu moins gentiment. Ça dépend des journées, comment je me sens. Mais ça ne fonctionne pas, la transmission verticale. C'est pour ça que j'ai évoqué la question du statut. C'est-à-dire que la légitimité des adultes ne relève plus de ce statut. Donc, si vous faites partie encore, mais je pense qu'ils sont de plus en plus rares, de ceux qui veulent être légitimes du fait de leur statut, bien, vous vous invalidez vous-même comme étant potentiellement quelqu'un qui peut transmettre. Et c'est ça le problème, en fait. Un des problèmes, c'est que vous ne pourrez pas être un validant ou un invalidant reconnu si vous n'avez pas travaillé cette posture plutôt que le statut, j'ai envie de dire, et la relation. Parce qu'ils grandissent dans un monde, entre autres, j'ai envie de dire un peu plus horizontal, de collaboration. Bon, Internet n'explique pas tout, mais ça vient quand même cristalliser des choses, hein, avec des échanges plus horizontaux, avec des communautés j'ai envie de dire, de gens qui partagent les mêmes passions. Donc, on peut trouver des gens qui nous ressemblent assez facilement. Donc, pourquoi faire affaire avec quelqu'un qui ne veut pas jouer ce jeu de l'horizontalité? Ben, il y a des invalidations et des validations. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, la transmission, évidemment, ce n'est pas la fin de la transmission des adultes vers les plus jeunes, ça c'est clair et certain, mais les modalités ne peuvent plus être les mêmes. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est parfois, là je vais prendre un exemple plus sur mes terrains de, j'ai envie de dire, technologie, mais parfois, je dis à des parents ou des professionnels, je dis, mais vous savez, si vous faites encore partie de ceux qui, dans votre coin, vous ruminez, vous savez, quand vous faites la cuisine, et là, vous dites, ah, ces jeux vidéo, c'est con, ces jeux vidéo, ah, c'est con, mais c'est con. Vous voyez? Je veux dire, comment voulez-vous être si un jour il veut vous parler, ce jeune, du sens profond qu'il trouve dans sa pratique de jeux vidéo, c'est sûr que vous ne serez pas la première personne. Donc, vous voyez, c'est des choses, j'ai envie de dire, très simples, mais parfois, on ne se rend pas compte que dans l'interaction, on se met à l'écart comme transmetteur potentiel. Bonjour. Je voulais parler par rapport au fait de ce que vous mettez en avant par rapport au sens. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en quête de sens dans leur existence et qui se sentent un peu, pas écoutés, pas entendus par rapport à cette question-là, la question religieuse qui revient de façon récurrente, et l'adulte là qui n'est pas capable de proposer un discours ou d'accompagner sur ces questions, voire qui reproche, et donc ça crée des tensions. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment le faire et avec qui? Vous savez, là, moi, je vais dire une chose simple. En tant que chercheur, c'est simple. L'application est plus compliquée, évidemment. Hein, mais créer des espaces de parole dans lesquels on peut accepter d'entendre en tant qu'adulte. Et c'est ce que vous faites probablement. Mais accepter d'entendre. Et peut-être de faire venir dans votre cercle des gens qui peut-être n'entendent pas toujours. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que souvent ceux qui devraient être là ne sont pas là, j'ai envie de dire. Alors, c'est peut-être un des soucis, mais c'est ça, c'est assez simple dans le fait. Après, vous évoquez des questions aussi, comme la question religieuse.
Alors voilà, ça demande aussi un travail de l'adulte à se poser la question de qu'est-ce qu'il peut entendre. Peut-être avant aussi d'aller vers le jeune, se poser la question moi-même, quel est mon rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair, comme on le disait pour l'éducation à la sexualité? Hein, on n'envoie pas quelqu'un faire de l'éducation à la sexualité, c'est pas poser la question de où il se situait. Mais c'est peut-être vrai pour des questions autres, comme le religieux d'ailleurs. Oui. Donc une préparation aussi, c'est pas juste... Parce que c'est pour ça que je dis c'est simple en apparence, mais ce n'est pas aussi simple dans la réalisation d'un cadre, j'ai envie de dire, qui fonctionne, parce que vous pouvez très bien arriver et dire, bon, on va discuter de tout, mais finalement, si ça n'a pas été travaillé en amont par les professionnels, si ça ne permet pas de sortir du cadre, c'est-à-dire si on reste juste entre nous pour en discuter, bon, ça va peut-être avoir un effet apaisant, mais est-ce que ça va avoir un effet plus grand? Mais c'est la base, c'est la base. Est-ce que j'ai le temps de donner un exemple plus... Parce que je pense toujours à Michel Fellous, qui est une anthropologue qui avait écrit un très beau livre il y a plusieurs années sur les nouveaux rites. Et donc, je fais la version courte, hein, mais elle proposait à des jeunes qui étaient en transition, pas elle, mais aux États-Unis, des parents proposaient à des jeunes qui étaient en transition d'aller passer 36 heures dans le désert, juste avec une tente, de l'eau. Donc ça, c'est la mise à l'épreuve. Hein. Mais le plus important, à mon avis, c'était des lettres écrites individuellement par chaque membre de leur famille. Fait que les jeunes, ils partaient dans le désert 36 heures. Ils avaient chaud, ils avaient faim, ils avaient froid. Et là, vous savez, quand je dis ça, certains d'entre vous disent 36 heures, pauvre petit. Oui, bon, si on veut faire une mise à l'épreuve, il faut aussi quand même qu'il y ait un petit peu de... Hein, il peut y avoir un petit peu de douleur quand même. Et donc, après, il y avait la question des lettres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait un espace qui était créé, j'ai envie de dire, pas pour parloter, comme on pourrait dire en bon québécois, parloter, pour dire quelque chose, pour signifier quelque chose. Parce qu'évidemment, les membres de la famille prenaient le temps d'écrire quelque chose de significatif, parce qu'ils étaient face à quelque chose. Ils disaient, mais c'est quand même important, je vais quand même signifier quelque chose. Et donc, les jeunes finissaient par s'ennuyer dans leurs 36 heures, et donc ils investissent émotionnellement, très, très fortement, ce qui est écrit. Et donc là, on n'était pas juste dans la parlotte, c'est-à-dire dans le vécu. Vous savez, le vécu, ce que vous traversez, mais qui ne fait plus partie de vous, ça devenait une expérience, une vraie expérience. Une expérience au sens où ça fait sens. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a été signifié, qui a été retenu et qui a été intégré. C'est d'ailleurs l'exemple que vous donniez quand ce jeune, si j'ai bien compris, on l'a reconnu en tant que braqueur, mais on ne l'a pas reconnu on l'a reconnu comme comme personne qui ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, il y avait quelque chose qui a été dit. Et là, c'était une parole institutionnelle. Mais ça peut être d'autres paroles qui viennent formaliser quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas parce que c'est dit que c'est entendu. Et donc, il faut créer des cadres pour fixer figer des paroles. Et la ritualisation sert à ça. Et tout ce cadre, on se dit, mais pourquoi aller dans le désert et tout ça? Pour que ça fasse souvenir et qu'on s'en souvienne et que ça fasse expérience. Alors, on a une dernière question avant la pause déjeuner. C'est pas vraiment une question, mais c'est un constat ou un témoignage par rapport à ma pratique. En fait, je sens que c'est le quartier, le modèle dans lequel je travaille, qui est un grand quartier, qui est composé de plusieurs mailles. Le quartier d'Haute-Pierre, il y a sûrement les jeunes ces derniers temps, c'est vrai que je confirme ce qu'il dit mon collègue de Cronenbourg, que les jeunes, ils ont créé leur zone non-droit dans tout, zone non-droit dans l'espace culturel, dans leur espace libre, dans plusieurs espaces, et que ça nous a créé, nous, moi en tant qu'acteur sur le quartier, et vu mon analyse de ma pratique de ça, ils nous ont créé un déphasage, voilà, avec ces jeunes-là. Donc on n'arrive pas à les suivre, on n'a pas rattrapé le temps, on est rattrapé par le temps, on est dans l'urgence, on essaye de trouver, expérimenter et répondre essayer de trouver des réponses par rapport à ce qu'on a expérimenté, on valide, on confirme, on avance.
et tout ça, ça nous mène à la confusion et ça nous pousse à ne pas vraiment sentir, voilà, ces dernières années, à l'aise dans notre pratique et de notre façon d'encadrer les jeunes. Mais il y a quand même un espoir, parce que il ne faut pas qu'on fasse le procès des jeunes et le procès de nous-mêmes, parce que dans tout ça, je suis sûr qu'on est chacun un anthropologue autodidacte ou des sociologues sur le terrain, et ça la pratique, l'expérience, il le confirme, parce qu'il y a quand même, moi je connais les acteurs qui sont là, il y a quand même des solutions qui ont été trouvées, il y a des jeunes qui ont été sauvés, donc il ne faut pas qu'on voit que des zones sombres, mais peut-être, à mon sens, moi, il faut repenser le modèle social. Notre vision, notre façon de voir le modèle social sur le quartier. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi, vous savez, bon, je me promène un petit peu, un peu partout, et puis souvent, je me dis, mais pourquoi les... Je ne sais pas, peut-être que c'est fait, mais je connais mal, mais pourquoi les expériences qui fonctionnent n'ont pas toujours, j'ai l'impression, la visibilité qu'ils mériteraient d'avoir. C'est l'impression que j'ai, hein, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais parfois je me retrouve quelque part, je me dis, mais pourquoi les gens de Dunkerque ne savent pas qu'à Toulouse, ils font ça? Hein? Et je me dis, mais c'est ça aussi qui peut-être que les professionnels devraient penser, des facilités pour partager ces expériences qui fonctionnent. Hein? Parce qu'on travaille chacun à notre échelle dans le même sens, mais évidemment, on est tous pris par le temps et puis on devient très spécialisé sur nos choses précises, que ce soit en tant que chercheur ou professionnel. Mais la mise en commun de ce qui est fait pour ne pas refaire les mêmes erreurs que les autres, ça c'est quelque chose d'essentiel. C'est peut-être ça aussi qu'il faut penser. Moi, c'est ce que j'entends à travers ce que vous dites. Merci. Pour rebondir sur ce point et sur un autre aspect qu'on a peut-être moins évoqué et s'arrêter peut-être là pour aller après pouvoir se restaurer, c'est que peut-être la difficulté qu'on a à mettre en avant ce qui fonctionne, c'est comment on définit que quelque chose a fonctionné. Oui, on l'évoquait tout à l'heure. Soit c'est le nombre de jeunes qui ont participé à la fin, ou c'est le processus qui a été collaboratif, participatif, et peu importe combien était finalement au bout, mais ça les a amenés à être dans la reconnaissance, etc. Et souvent, un certain nombre d'éducateurs et d'animateurs le disent, c'est pas telle ou telle action qui a été déterminante, mais c'est la relation, l'interaction qui s'est créée avec tel adulte. Comment on le valorise, ça ? Comment on reconnaît ces éléments-là? Deuxième élément, souvent aujourd'hui, quand on veut valoriser quelque chose, on valorise des histoires de vie. Donc, de la méritocratie, les réussites. Alors, c'est bien de valoriser les réussites, sauf que du coup, ceux qui, je mets des guillemets, ne réussissent pas, et ça veut dire quoi réussir? On revient sur les modèles qu'on évoquait tout à l'heure, et bien du coup, vont être invalidés, vous l'avez dit, et donc ça se questionne, et je le redis, je fais écho à des jeunes filles que j'ai rencontrées à Épinal lors d'une rencontre qu'on a fait. Elles disaient, mais finalement, moi j'ai réussi quand en fait on m'a tendu la main, quand j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire, quand j'ai eu droit aux erreurs. Donc voilà, je mettrai ça en point d'interrogation pour échanger pendant le repas, mais je pense que c'est aussi qu'on se questionne nous tous sur qu'est-ce qu'on valide, qu'est-ce qu'on invalide, et financièrement.